Bonjour à tous, je suis Patricia Touré, j'espère que vous allez bien et que vos investissements se passent bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 5 erreurs à ne pas commettre dans l'immobilier. Enfin, il y en a beaucoup plus, hein, mais j'en ai répertorié 5. Il y en a certaines que j'ai fait. Voilà, donc aujourd'hui, je sais ce qu'il ne faut pas faire, donc, par expérience, et par rapport à tout ce que j'ai entendu autour de moi, de personnes aussi qui ont investi et qui ont fait ces erreurs-là. L'une des premières erreurs qu'il ne faut pas faire dans l'immobilier, c'est de ne pas se former. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé l'investissement immobilier, il y a bientôt une quinzaine d'années, euh, il n'existait pas réellement de formation en ligne, de séminaires, de personnes que vous voyez sur Internet faire des vidéos sur l'investissement immobilier, ce qu'il fallait faire et autres. Donc, effectivement, j'ai commis beaucoup d'erreurs, ce qui m'a permis d'apprendre, de ne pas refaire ces mêmes erreurs-là. Donc, je vous en parlerai d'une erreur que j'ai fait un peu plus loin. Donc, en fait, l'une des premières erreurs, ce n'est pas de ne pas se former. Se former ne veut pas dire forcément dépenser beaucoup. Effectivement, il y a des formations qui vont coûter beaucoup d'argent. Il y a des formations que vous pouvez prendre directement en séminaire auprès de personnes qui ont l'habitude de faire des formations qui coûtent quand même assez cher pour certaines et puis d'autres un peu moins. Mais après, tout dépend de ce que vous estimez comme la valeur que cela va vous apporter. Vous pouvez mettre très bien 2 000 € dans une formation et ça va vous apporter beaucoup plus en connaissances, en temps, qu'une autre formation si vous ne vous formez pas tout simplement. Parce que là, la formation vous permet d'accélérer vos connaissances. Ce sont des gens qui sont passés par ces expériences-là, qui ont été aguerris à l'investissement immobilier et qui pourront vous donner des exemples ou alors des erreurs qu'ils ont fait ou alors des astuces pour pouvoir avancer. Donc, vous pouvez vous former donc auprès de personnes aguerries, des personnes qui vendent leur formation en ligne ou en présentiel. Il y a cette possibilité-là. Si vous n'avez pas les moyens, les premières choses que vous pouvez faire, c'est commencer à vous former en regardant des vidéos en ligne. Maintenant, YouTube, il y a beaucoup de personnes qui font de vidéos avec des contenus gratuits que vous pouvez regarder, réécouter à longueur de journée, prendre un cahier, noter les informations qui vous semblent importantes. Donc voilà, vous pouvez vous former en ligne sur YouTube. Il y a aussi tout ce qui est podcast que vous pouvez écouter dans le métro ou dans les transports ou alors dans votre poste radio quand vous êtes en train de conduire. Donc, ce sont des podcasts avec des personnes qui vous parlent d'investissement, qui vous parlent d'argent, qui vous parlent de business. Donc, ce sont des formations gratuites que vous avez aussi en ligne. Vous avez aussi la lecture. Bon, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup lire, donc ça ne me dérange pas. Vous avez beaucoup de livres que vous pouvez commencer à lire, qui vont vous aider à comprendre l'investissement, qui vont vous aider à comprendre ce que c'est qu'un passif, un actif, qui vont vous aider à comprendre quel est le mindset, comment dire, la force ou la mentalité qu'il faut avoir justement pour l'investissement immobilier ou tout autre investissement en tout cas. Voilà, moi je sais que j'ai beaucoup aimé lire le livre, un des premiers livres, disons que j'ai commencé sur l'investissement immobilier, c'est tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban, qui m'a vraiment aidé. C'est-à-dire que ça donne les bases, en fait, pour comprendre ce que c'est qu'un actif, un passif, ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, pour essayer d'avancer. J'ai beaucoup aimé aussi Pouvoir limiter, là, qui travaille plutôt le mindset. Euh, L'homme le plus riche de Babylone, par exemple, aussi. Donc voilà, ce sont des livres qui m'ont beaucoup apporté. J'en ai lu aussi plein d'autres, hein. En général, il ne faut jamais s'arrêter de se former. Se former ne veut pas dire forcément aller payer une formation. Ça peut être lire, ça peut être aller à des séminaires, ça peut être organiser des réunions et pour parler d'un sujet en particulier. Ça peut être regarder des vidéos sur YouTube, ça peut être aussi des podcasts. En fait, ne pas s'arrêter de se former. Parce que dans l'immobilier, dans l'investissement en général, il y a toujours des nouvelles astuces, il y a toujours des nouvelles expériences. Donc, il faut toujours se former en continu, en fait. Il ne faut pas se dire, j'ai appris, c'est bon, je sais, je peux commencer. On a toujours besoin de conseils, on a toujours besoin d'astuces, donc n'hésitez pas à vous former, à demander autour de vous. Et l'idéal, c'est de se renseigner auprès de personnes qui ont déjà investi. Ça sert à rien d'aller prendre des conseils auprès de quelqu'un qui n'a jamais investi, ne serait-ce qu'au moins une fois. Le conseil sera beaucoup plus avisé avec quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà fait toutes les étapes. Donc ça, c'était la première erreur, ne pas se former quand on commence l'immobilier. La deuxième erreur,
dont je voulais vous parler, c'est le fait d'acheter sa résidence principale en premier. Alors là, il y a un gros débat dessus. Pour ceux qui sont pour acheter sa résidence principale en premier et ceux qui sont contre. Par exemple, un livre que j'ai lu de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui est très connu, lui préconise de ne pas acheter sa résidence principale parce que on risque d'être endetté à 33%, c'est-à-dire, en tout cas ici en Europe, notamment en France, à 33% de sa capacité d'endettement, ce qui fait que la banque ne voudra pas nous prêter et qu'il estime que le fait de sortir de l'argent tous les mois pour payer sa résidence principale est plutôt un passif. Bon, il y a d'autres personnes qui estiment que acheter sa résidence principale en premier est plutôt un actif à long terme, ce qui fait que plus tard, quand vous serez à la retraite ou que vous aurez décidé d'arrêter de travailler, vous n'aurez plus à payer pour votre logement. Et vous mettez à l'abri votre famille, il y a une certaine sécurisation, enfin, il y a tout ça. Donc, les deux arguments sont valables. D'un côté, il y a le côté plutôt entreprise de dire que je vais plutôt prendre les revenus de mes investissements pour pouvoir payer ma résidence. Et puis d'un autre côté, se dire je vais me mettre à l'abri et puis c'est une certaine sécurisation et acheter ma résidence principale. Moi, dans mon cas, j'ai d'abord, c'est vrai, commencé à acheter deux, trois biens immobiliers d'abord et après, on a investi dans la résidence principale. Mais pour moi, effectivement, la résidence principale, c'est quelque chose qui est sécuritaire pour moi, pour mes enfants. Voilà, donc je voulais investir et puis me dire que plus tard, quand je serai à la retraite, je n'aurai pas besoin d'avoir à sortir de l'argent encore pour payer euh, ma résidence principale. Donc c'est pour ça qu'on a acheté parce que bon, c'est plutôt sécuritaire pour nous. Après, chacun a sa conception des choses, chacun a son contexte, chacun a ses projets. C'est pour ça que c'est important quand vous commencez l'investissement immobilier de savoir quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire en investissant dans l'immobilier? Donc, choisir vraiment sa stratégie. Donc, c'est vraiment très important. Donc, en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas acheter sa résidence principale dans un premier temps, de l'acheter peut-être au bout de, je ne sais pas, 3 4 5 ans. Ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Vraiment réfléchir à cette stratégie-là. Donc voilà, c'était la deuxième erreur. Donc ne pas acheter sa résidence principale ou alors la retarder. Ensuite, une des erreurs qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on prépare mal son dossier bancaire, son dossier de crédit immobilier. J'ai fait une vidéo, vous regardez dans mes playlists, j'ai fait une vidéo sur comment obtenir son crédit immobilier. Donc, souvent, quand on commence à faire les investissements immobiliers, on ne se renseigne pas pour savoir quels sont les documents à donner, on ne se renseigne pas pour savoir ce qu'il faut faire avant de commencer à investir, c'est-à-dire, par exemple, on peut très bien commencer une épargne, on peut aussi, bon, en tout cas, les impératifs, c'est de nettoyer son dossier bancaire, son compte bancaire, c'est-à-dire ne pas avoir d'agio, ne pas avoir de découvert, ne pas avoir de crédit consommation. Toutes ces petites choses-là, c'est important. Ça ne fait pas tout, mais c'est important quand vous arrivez devant votre banquier d'avoir un dossier clean, comme je dirais, un dossier pimpé en fait, un dossier séduisant, bankable comme on dit, pour que le banquier se dise, ah, effectivement, il apporte un projet non seulement qui tient, mais en plus, je vois qu'il arrive à gérer son compte, à gérer ses finances. J'ai fait aussi une vidéo sur comment gérer ses finances, donc n'hésitez pas à la regarder aussi et la partager. Voilà, donc pensez à bien travailler votre dossier bancaire parce que c'est ce qui vous présente. En fait, c'est comme votre CV auprès de la banque. C'est ce qu'elle va regarder parce qu'il ne faut pas oublier que la banque, elle est là pour étudier les risques qu'elle a avec vous, en vous prêtant. Elle ne va pas regarder tous les points positifs, forcément tous les points positifs dans un premier temps de votre dossier. Elle va d'abord regarder les points négatifs. Donc, c'est vraiment important de pouvoir travailler sur son dossier-là et de faire le nécessaire. En tout cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, le quatrième point, c'est souvent des gens, par exemple, qui ont un peu d'épargne et qui veulent mettre toute leur épargne dans un bien, dans un investissement immobilier. Moi, ce que je conseille, c'est d'éviter de mettre de l'argent quand vous commencez dans l'investissement immobilier. Moi, les deux premiers investissements immobiliers qu'on avait fait, c'était un achat de... Non, pas les deux premiers, les deux suivants. Le premier, c'était un appartement de 4 pièces. D'ailleurs, on n'a pas mis un appartement de 4 pièces qu'on a acheté. On n'a pas mis de frais de notaire. On n'a pas fait d'avance. On a tout emprunté à 110%. Les deuxième et troisième investissements qu'on a fait, on a juste rajouté à chaque fois à peu près, je crois, pour un, on avait rajouté peut-être 1200 euros et l'autre 2000 euros de, 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 d'apport.
Le 1200 euros, c'était sur un appartement qui faisait à peu près 88 000 euros. Et le deuxième, c'était 108 000 euros. On a rajouté à peu près 2 000 euros. Donc voilà, comme quoi, en fait, c'est une discussion qu'on a fait directement avec l'agent immobilier qui nous a demandé si on pouvait apporter 10%. En général, c'est ce qu'il demande, 10% concernant les frais. On a dit non, qu'on n'avait pas 10 000 euros, effectivement, enfin pas 10 000 euros, mais qu'on n'avait pas les 10%, qu'on avait un peu d'argent, qu'on pouvait les garder pour s'il y avait des travaux. Donc ça, c'est un argument que vous pouvez sortir aussi. Si vous avez des travaux à faire, donc vous pouvez garder cet argent-là comme épargne et vous rajouter seulement que tel montant. Là, il y a un autre investissement qu'on avait fait, qu'on a vendu d'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo, où c'était un bien qui nous revenait au total à 14 700 euros à peu près, et on n'a mis que 6 000 euros. Alors qu'il demandait 14 000 euros, on a mis 6 000 euros parce qu'on a dit, bah écoutez, c'est ce qu'on a et on vous l'apporte cash. Donc, c'est passé. On a demandé, ils ont accepté. Alors que c'est vrai que quand ils nous ont demandé les 14 000 euros, on n'avait pas la totalité des 14 000 euros en cash direct en retirant à la banque comme ça. On a dit, bah écoutez, on vous passe 6 000 euros et ça a été accepté. Donc il faut oser demander et oser dire que vous ne faites pas d'apport. Donc voilà, c'est la quatrième erreur que souvent les gens font, c'est ne pas profiter de l'effet de levier du crédit immobilier. Quand vous commencez un investissement immobilier, l'idéal, vraiment l'idéal, c'est d'emprunter la totalité, c'est-à-dire le bien, les frais d'agence et les frais de notaire. Et en plus, si vous pouvez rajouter aussi les travaux, c'est l'idéal. Donc vraiment emprunter à du 110%. Si vous ne pouvez pas emprunter à du 110%, négociez dès le début pour essayer de mettre peut-être que 1 000 euros, 2 000 euros. Juste, il y a des gens qui ont mis ne serait-ce que même 1 euro comme apport. Donc, tout est vraiment possible. Ça dépend de la personne que vous avez en face, comment vous négociez. Donc, vraiment, il faut essayer de profiter à fond de l'effet de levier. C'est-à-dire qu'en mettant peu ou rien, que vous avez plutôt un grand rendement. Donc, regardez sur Internet, vous avez plein de vidéos sur l'effet de levier au niveau du crédit expliquées. Donc, vous avez toutes ces informations-là. Donc ça, c'était la quatrième erreur, donc ne pas profiter de l'effet de levier. Et la cinquième erreur, c'est souvent que les gens achètent un passif. Voilà, donc je vous ai dit que je vous parlerai d'un exemple. Le premier bien qu'on a acheté, c'était il y a presque 15 ans maintenant, le premier bien qu'on a acheté, j'avais pas suivi de formation, je savais qu'il fallait investir dans l'immobilier. On a décidé d'acheter un bien immobilier. On nous a proposé un bien, un 4 pièces, donc qui était on l'a eu à 91 000 euros, frais de notaire compris. L'appartement était déjà loué depuis, on l'a acheté en 2007, donc ça fait 12 ans, pardon, 12 ans, en 2007. Et il était déjà loué depuis 2002, donc le locataire payait, il était à jour, il n'y avait pas de souci. Euh, Simplement, on n'avait pas pris toutes les informations qu'il fallait, notamment au niveau des frais de copropriété, sachant que on achetait dans une copropriété où il y avait beaucoup de dettes. Donc les frais de copropriété ont vraiment augmenté, ce qui fait que ça a quand même plombé la rentabilité. Aujourd'hui, on oscille entre 50, 80, voire 100 euros par mois de notre poche pour ce bien-là. Donc voilà, c'est-à-dire que au final, au début, ça s'ajustait plus ou moins, mais au fur et à mesure du temps, on a à mettre à peu près 50 euros, entre 50, 80 euros par mois pour ce bien-là. Donc au final, on a acheté une dette. Voilà, c'est pour ça que quand vous faites un investissement immobilier, il faut vraiment prendre en compte toutes tous les paramètres. Les charges, si c'est dans un immeuble, les charges de copropriété, les travaux qui sont votés, s'il y a des travaux à faire dans l'appartement, enfin, comment vous allez pouvoir louer le logement si le locataire part, enfin, vraiment prendre tous les paramètres possibles et faire une évaluation, une estimation pour savoir si vous avez de l'argent à mettre de votre poche ou pas. L'idéal, c'est de mettre zéro de votre poche et de gagner de l'argent. Ça, c'est l'idéal, de gagner de l'argent dessus. Ou alors, le plus pessimiste, c'est de mettre zéro et de gagner zéro. Mais au moins que le bien s'autofinance entièrement. Et la dette, c'est comme nous, ce qu'on a fait sur le premier investissement, c'est acheter un bien où tous les mois, nous avons besoin de mettre 50 euros, 80 euros tous les mois pour ce bien-là. Voilà. Après, c'est des erreurs qu'on fait quand on investit. J'ai fait cette erreur-là. J'ai conseillé certaines personnes, effectivement, qui voulaient investir
de faire attention pour ne pas commettre cette erreur-là. Donc voilà, l'expérience sert à ça. Donc, quand on fait l'investissement immobilier, il n'y a personne qui peut vous dire qu'il a fait un investissement, il a fait des investissements immobiliers ou il ne s'est pas trompé. On fait tous des erreurs. Pour chaque bien immobilier, il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on découvre. Donc voilà, moi on a investi dans plusieurs biens ici et en Côte d'Ivoire. On a découvert certaines choses, on a appris certaines choses, on essaie de limiter la casse. Ça fait partie de l'investissement immobilier, c'est-à-dire pouvoir limite se dédoubler, trouver des solutions, ne pas se rester que sur le côté négatif, mais de se dire plutôt, voilà, il y a quelque chose, je fais avec, comment je peux tirer le meilleur profit de cela. Donc là, on a trouvé une solution pour ne plus avoir cette dette-là. Donc nous sommes en négociation avec le locataire pour pouvoir récupérer le bien et pouvoir enfin, mettre en place cette solution-là. Donc voilà, c'était les 5 erreurs dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Si vous avez fait ces erreurs-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez fait pour vous en sortir. Est-ce que vous êtes dans cette erreur-là actuellement? Quelle astuce vous avez fait pour trouver? Parce qu'il y a toujours une solution de toute façon. Ne pas rester bloqué sur un problème. Il y a des vidéos en ligne, il y a des podcasts, il y a des personnes qui ont investi dans l'immobilier qui peuvent vous donner des informations. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page, à cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me donner des thèmes de vidéos. Voilà, très bien. Passez une bonne journée. On se dit à bientôt. Au revoir.